Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 321e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinéen, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables, professionnels agréés d'Haïti qui vous renseignent sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance et les finances publiques, l'économie et la gestion, les nouvelles technologies, l'information de la communication, l'éthique. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 321e édition, nous avons retenu pour thème Technologie de l'information et de la communication, opportunités et menaces. Pour avoir cette émission, je dirais que le plaisir est double. Un, nous avons un confrère. Et deuxièmement, nous avons l'opportunité de partager avec vous un sujet important. Eh bien, ce confrère, qui s'est rendu disponible spontanément, est un habitué de l'émission, mais aujourd'hui particulièrement, il va partager avec vous le fruit de ses recherches. Nous disons déjà merci et confrère Richard Dieudonné, bienvenue à cette 321e édition. Merci. Et je salue également les internautes et aussi les téléspectateurs. Et j'apprécie cette opportunité de pouvoir parler de technologie, de pouvoir partager avec tout le monde les bons côtés de la technologie et aussi les précautions qu'il faut prendre en utilisant cet outil aussi puissant qui fait beaucoup de choses le jour. Merci. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, au sein de cette émission, nous devons présenter nos sympathies aux parents et amis ainsi qu'aux confrères de Kainé Avril, un jeune confrère qui a rendu l'âme dans des circonstances tragiques. Le confrère Kainé Avril, ce jeune confrère, plein de vie, confrère dynamique, eh bien, il a été assassiné. Nous pouvons dire un cadavre de plus, un cadavre de trop. Nous saluons ce départ, que nous regrettons aussi, car c'est un jeune appelé à servir ce pays. OCPA Magazine vous renseigne aussi sur les activités de l'Ordre des comptables qui organise des séminaires, des conférences et qui reçoit des inscriptions en son local au numéro 17 de Ariel Bossan. À cette émission également, nous répondons à quelques questions. La question nous est adressée la suivante. Est-ce que les entreprises publiques doivent aussi payer la TCA? Disons oui. Les entreprises publiques facturent la TCA à leurs clients et elles sont dans l'obligation de reverser la taxe collectée pour le trésor public. Exemple, lorsqu'on doit acheter un exemplaire du moniteur au niveau des presses nationales, les presses nationales facturent la TCA. Donc, les presses nationales doivent aussi reverser la TCA collectée. Donc, les entreprises publiques, on peut citer la CAMEP, le DH, ce sont autant d'entités publiques à caractère commercial qui facturent la TCA et qui sont dans l'obligation de la reverser au trésor public. En dépit du fait qu'elles doivent aussi déposer leur rapport financier audité. C'est ce que dit la loi. Donc, nous croyons avoir renseigné ce habitué de l'émission qui a posé cette question. La 321e édition a pour thème technologie de l'information et de la communication ou technologie tout court, opportunités et menaces. Aujourd'hui, dès qu'on parle de technologie, eh bien, on sait déjà qu'on est en présence de domaines incontournables. Un domaine transversal
que l'on soit médecin, que l'on soit ingénieur, que l'on soit avocat, etc., qu'on soit agronome, que l'on soit maçon, que l'on soit plombier, eh bien, on est dans l'obligation d'utiliser la technologie. La technologie, ce n'est pas nécessairement l'ordinateur. Ce n'est pas uniquement le téléphone. Tout un ensemble que nous avons à notre disposition. Donc, nous pensons que cette émission va vous plaire. Et la première question que nous allons adresser à notre invité, c'est de nous dire rapidement comment a évolué, je dirais, cet outil-là, qui aujourd'hui nous facilite la vie, en même temps, nous complique la vie. Bon, c'est bien dit. La technologie de l'information, en fait, ça commence depuis la machine à calculer. Il y avait la machine de Pascal. Il y a eu une évolution, et surtout en 1953, lors de l'invention du transistor. Et ensuite, il y a eu le réseau ARPANET qui est devenu Internet plus tard, lorsque le ministère de la Défense l'a rendu public. Il y a aussi l'apparition du web au niveau des années 80 qui est rendu public. Donc, et de nos jours, ce qui fait toute la différence, il y a ce qu'on appelle le Internet of Things, où toutes les choses, tous les appareils sont reliés entre elles et parlent entre elles sans qu'on ait besoin d'intervenir. Donc, ça a évolué beaucoup, c'est devenu très très puissant. Et la puissance de calcul et de stockage augmente rapidement. Aujourd'hui, on ne parle plus de disquettes de 1.4 mégabits. Maintenant, on parle de térabits, de pétabits, des choses énormes. Donc, ça va très, très vite. Donc, c'est là qu'on est passé. Et qu'est-ce qu'on en fait? On s'en sert dans tous les domaines. Que ce soit pour l'éducation, pour la santé, le transport, les affaires, quasiment tout pour gérer les forces naturelles. Quasiment tout. Maintenant, on le retrouve partout. Même pour les relations humaines, on le retrouve. Maintenant, il y a des gens qui, s'ils veulent avoir un ami, ils se réfèrent aux réseaux sociaux. Donc, ça rentre dans nos vies. Et de nos jours, parce que tout le monde au pays a en main un portable. Il y a beaucoup de différences. Mais alors, quand on prend par exemple le cas d'un portable, un téléphone portable, qui a plusieurs fonctions, la calculatrice est là-dedans, il y a aussi, je dirais, la caméra qui est là-dedans. Donc, en fait, comment comprendre ce mécanisme sans fil alors? Bon, en fait, le portable, c'est quoi? D'abord, c'est une radio de communication qui permet de parler en duplex en même temps. Donc, c'est géré, la fréquence est gérée par la compagnie et tout le monde peut passer en même temps. Donc, on n'a pas l'impression qu'on est sur radio, mais on est sur radio. Et avec le temps, on a couplé ces portables avec des ordinateurs pour faire ce qu'on appelle le smartphone, qui est un ordinateur couplé avec une radio. Maintenant, on peut écrire des emails, on peut lire des documents, voir des vidéos et en même temps communiquer. Mais il faut comprendre aussi le portable, pour pouvoir envoyer un appel à quelqu'un, il faut savoir où ce plan se trouve. Il y a un réseau national. Si je suis à Port-au-Prince, si on m'envoie l'appel au Gonaïves, je ne peux pas le trouver. Donc, il faut savoir où est-ce que je suis. Donc, en tout temps, le portable dit où il est. C'est comme ça qu'on peut vous envoyer l'appel. Bien sûr, la compagnie sait toujours où vous êtes. Alors, en pareil cas, là, on prend cet exemple. En pareil cas, on sait où se trouve le client, le portable. Oui. Mais alors, est-ce que, de manière internationale aussi, ça se fait? Partout, c'est la même chose. Pour pouvoir parler, il faut que le portable à un intervalle fixe envoie une émission pour dire je suis à tel point, je suis à tel point. Et comme ça, s'il y a un appel, c'est pour ça que si vous éteignez votre téléphone, on va vous dire que l'abonné a éteint son téléphone. Mais si le téléphone perd sa batterie, on vous dit qu'il est injoignable. On ne sait pas où est-ce que vous êtes. Lorsque vous éteignez, vous donnez votre dernière position en disant que vous éteignez. Mais si ça s'éteint tout seul, on va savoir que vous n'êtes pas joignable. On ne sait pas où vous êtes. Mais cette localisation, comment elle est rendue possible? Plusieurs manières. D'abord, si vous avez un portable, c'est simple, le portable, c'est-à-dire que lorsque le portable dit où il est, il envoie ce message à l'antenne la plus proche. Mais en fait, 3 antennes vont recevoir votre signal. La force de votre signal, à partir de cette antenne, on va dire vous êtes exactement à tel point. On va bien sûr envoyer l'appel à l'antenne qui est la plus proche. Si vous avez un smartphone,
Là, il y a l'option de GPS où vous êtes retracé à partir d'un groupe de satellites qui vous donne une position précise où vous êtes. Et si on n'est pas activé du GPS, il y a aussi le moyen de pouvoir vous localiser à partir de l'IP que vous avez. Sur Internet, on va vous dire, vous êtes à telle zone. Donc il y a 3 manières au moins de savoir où est-ce que vous êtes avec un portable. Donc le smartphone, je dirais, est une étape très avancée au point de vue de la localisation. Absolument, absolument. Parce qu'ils rentrent et ils viennent avec, en plus du téléphone, un ordinateur qui donne l'adresse IP, qui permet de vous dire où vous êtes. Oui, et offre d'autres choses également. Et aussi, il y a l'option GPS qui permet de vous positionner par satellite. Très bien. Donc, alors, au point de vue d'opportunité, au point de vue usage, donc, ça voudrait dire qu'on est en présence d'un outil extrêmement puissant. Très, très puissant. Mais alors, son usage au niveau, par exemple, de la finance. Bon, on fait beaucoup de choses. Et il y a par exemple, il y a le concept de banque que tout le monde connaît, mais de nos jours, ce concept est en train de se mouvoir et devenir ce qu'on appelle le fintech, finance et technologie. Ou par exemple, il y a le concept de crowdfunding, où vous allez emprunter de l'argent pour financer un projet sans passer par la banque. Les gens vont directement sur un site, ils donnent de l'argent et vous donnez quelque chose en échange. La banque est mise de côté et ça avance. Autre chose qu'on peut faire avec la technologie, les banques maintenant peuvent aussi décentraliser leurs services. Ici, chez nous, on a le Sogei, on a le Unibank de côté. Ce sont des choses qui sont maintenant possibles parce que la technologie le permet. Il y a aussi la monnaie numérique qui est là. Au niveau mondial, il y a le Bitcoin qui est là. Mais au niveau local, il y a le Moncash qui est là. C'est de la monnaie numérique. On ne voit pas, on ne peut pas la toucher, mais elle existe. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et consulter vos comptes en banque, faire des transactions à partir de chez vous, à partir de ce téléphone. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire. Mais dernièrement, j'ai vu, par exemple, qu'on a annoncé qu'on peut faire un dépôt de chèque sans passer par la banque. Oui, le chèque, c'est quoi? C'est une information qui est relativement authentifiable. Donc, dès lors que vous envoyez l'information, okay, il y a le concept qu'on appelle les chèques électroniques. Donc, dès lors que vous pouvez avoir l'information, on est quasiment sûr de qu'est-ce que c'est, vous envoyez l'information et la transaction est faite. Parce que le chèque que vous donnez, c'est quoi? C'est un papier. Le chèque n'a pas de valeur. C'est un papier, c'est ce qui est dessus qui a la valeur. Qui, quel compte, quel montant, et je certifie que c'est moi qui donne l'ordre. Uniquement. Là, mais maintenant, voir par exemple, au niveau par exemple de l'agriculture, comment la technologie d'information peut-elle faciliter les échanges ou l'expansion agricole? Plusieurs. Au niveau de la production agricole elle-même, on peut avoir la gestion de l'irrigation, qui peut être faite de manière automatique. On peut gérer aussi les pesticides qui sont appliqués aux plantes. Et aussi, on peut faire la liaison entre le producteur et l'acheteur. Il y a le concept de... Chez nous, on a un café chez nous qui s'appelle le café Malongo, je crois. Il y a un concept qui permet, avec la technologie, de retracer ce café depuis là où on l'a planté. Donc ça donne une garantie que le produit n'a pas été contaminé tout le long de la chaîne. Donc, cette capacité-là, je vais payer plus cher pour ce café-là. Je sais que ce café vient réellement d'Haïti et je veux suivre tout où ce café a été constamment sur la ligne. Donc c'est extraordinaire. Oui. Mais alors, au niveau, par exemple, de la gestion en général, des ressources humaines, des ressources matérielles, alors la technologie, certes, facilite l'utilisation, je dirais, de manière célère des données, après, mais est-ce que le coût n'est pas aussi un coût exorbitant ou bien prohibitif? L'avantage même de la technologie, c'est de réduire les coûts de transaction. C'est-à-dire, exemple simple, je veux communiquer avec des gens pour faire un recrutement. Je mets l'information sur un site web, ça me coûte moins cher que sur un journal imprimé. Les gens regardent, les gens vont appliquer sans imprimer de papier, d'enveloppe, ils envoient un email, c'est moins cher pour faire cette transaction-là. Bien sûr, le coût qui est derrière, c'est qu'on peut avoir trop de candidats. Avec le journal, je peux avoir, disons, 50 candidats, mais avec online, je peux avoir 1000, 2000. Est-ce que j'ai les moyens de traiter 2000? Okay, donc c'est un problème inverse. C'est-à-dire qu'on est saturé d'informations. Okay, donc c'est ça l'histoire. Mais
le principe même et l'avantage de l'attrait de la technologie, c'est de baisser les coûts de transaction. Je veux faire une transaction bancaire, je ne sors pas de chez moi. Je veux voir comparer les prix, je ne vais pas faire le tour de la ville pour savoir qui vend tel produit à tel prix. Je vais en ligne, je regarde, je compare. Et chez moi, en 30 minutes, je vois qui vend quoi, à quel prix, et je veux choisir. Alors maintenant, pour les transactions en ligne, est-ce qu'on a toute la garantie qu'effectivement, la transaction pourra aboutir et s'il y a un recours, s'il y a un problème de malfaçon, qu'est-ce qu'on dispose comme recours? Bon, là, la situation est un peu différente parce que la maturité en Haïti, elle est différente. Parce que chez nous, le cadre réglementaire pour les technologies n'est pas mature. Et aussi, il y a un problème de juridiction aussi. Est-ce qu'on achète chez un vendeur qui est placé aux États-Unis ou un vendeur qui est en Haïti? Ce sont des questions à se poser parce que si on parle de litige, etc., on est sur quelle juridiction? C'est la première chose à savoir. Et si le fait est, qui pourra faire ce suivi? Est-ce qu'on a un cadre réglementaire suffisant pour le faire? Est-ce qu'on a des juges capables de le faire, des avocats capables de le faire, des témoins experts capables de le faire? C'est un problème. Mais autre chose, c'est que oui, on peut facilement le faire. C'est pas cher, on peut payer. Et les risques qu'il y avait, du moins, de manière en fait, il est beaucoup plus sûr d'acheter en ligne que de donner sa carte de crédit à un restaurant. Lorsqu'on va à un restaurant, on donne sa carte de crédit, on a un serveur qui prend la carte, qui s'en va avec et qui le donne au niveau de la caisse pour qu'on puisse traiter. Donc, il y a au moins 2 personnes qui ont accès à votre information. Alors que lorsque vous faites l'achat en ligne, très souvent, leurs serveurs vont directement chez le payeur avec Mastercard qui va autoriser. Même le vendeur n'a même pas connaissance de votre information. Dans le temps, ça passait par le vendeur, ensuite par le système de paiement. Mais de nos jours, vous allez voir, vous restez en ligne, on vous dit d'attendre, et après 10-15 secondes, la transaction est autorisée. Donc, ça a été directement chez Visa, Mastercard ou American Express, n'importe lequel. Et même le vendeur n'a pas accès à votre information. Mais alors, si la livraison ne s'ensuit pas? Donc là, c'est là qu'on rentre au niveau de la juridiction. Moi, j'ai eu ce problème, ça fait des années, pas en Haïti, j'ai eu ce problème, c'était aux États-Unis. Il y avait une entreprise qui s'appelle eTechWares.com, qui avait de très bons prix. J'ai acheté un équipement, le prix c'était vraiment intéressant. Jamais reçu. Okay? J'ai fait une recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient rien reçu. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils recevaient des prêts sans intérêt. Donc, ils pouvaient vous rembourser après. Et il y a un centre pour transport criminel aux États-Unis qui est constitué. Ils sont beaucoup plus matures que nous. Donc, d'abord, j'ai fait une recherche sur le site. Ils étaient basés en Floride. Ils étaient à Orlando. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une division de crimes technologiques à Orlando. J'ai fait un appel, je leur ai parlé, ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. J'ai dit OK. Maintenant, j'ai été sur le site fédéral pour les crimes de ce type. J'ai déposé la plainte. Et le lendemain, le bureau d'Orlando m'a appelé. Et le surlendemain, l'entreprise m'a appelé pour me dire que je suis crédité dans les 3 jours ouvrables. Cela a été fait, aucun problème. Maintenant, est-ce que vous savez quoi faire s'il y a un problème? Là, on parle des États-Unis. Donc, c'était une transaction États-Unis. Mais lorsqu'on a une transaction transfrontalière, on est sur quelle juridiction? Si je suis en Haïti, j'achète aux États-Unis, quelle juridiction? Si nous tous nous sommes en Haïti, quelle juridiction? Et souvent qu'il y a une juridiction, est-ce qu'il y a les compétences suffisantes pour pouvoir traiter ces affaires-là? Là, il y a un flou. Même si on veut le faire, mais il y a des mesures d'accompagnement qui n'ont pas encore été mises en place. Donc oui, je dis très clairement là, on est en présence de domaines, je dirais, d'une grande importance, d'une grande sensibilité aussi, et qui devait faire l'objet, je dirais, de choix au niveau des politiques publiques. Absolument. Mais il n'y a pas de... On va dire qu'il y a un retard au niveau de la législation. Oui. Mais il y a certes, selon moi, une certaine urgence. Il y aurait une certaine urgence à réglementer cette affaire-là. Donc, comment, en termes de bonne gouvernance, pourrait-on recourir à la technologie pour améliorer la qualité de l'information financière, de la gestion des ressources publiques? C'est relativement compliqué parce qu'il faut d'abord commencer au sommet
il faut d'abord définir l'importance que cet environnement a pour le pays. Okay? Bien avant de faire des lois, cela doit être défini. Parce que l'infrastructure qui permet de le faire est partagée à la fois par le gouvernement et par le privé. Donc, c'est là qu'on doit pouvoir établir les responsabilités. Okay? Donc, cela, il faut le faire d'abord. Ensuite, produire les capacités techniques et humaines pour pouvoir faire le suivi et parallèlement établir le cadre réglementaire. Donc, nous ne sommes pas encore là, malheureusement. Et il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé, investissement, on a acheté des équipements chers, mais ce n'est pas une affaire d'équipement. C'est un outil comme un autre, c'est comme un crayon. C'est celui qui achète va dire voilà ce que je veux acheter, pourquoi, voilà ce que je veux en faire. Donc, migrer, viser à cette situation de bonne gouvernance et par l'intermédiaire de la technologie, c'est un but très noble, mais les moyens pour le faire ne sont... On n'est pas encore dans la bonne direction. On n'est pas encore dans la bonne direction. Il y a l'effort de révision du code pénal, okay, mais ça ne suffit pas. Alors, puisque nous parlons de technologie, en tant qu'opportunité et menace, nous sommes au niveau des opportunités. La signature électronique. La signature électronique, c'est un concept intéressant, mais est-ce qu'on comprend clairement ce que c'est? C'est quoi la signature électronique? C'est un ensemble de codes qui permet de dire, sans pouvoir dire le contraire, que c'est vraiment moi-même qui ai fait ça. Le signateur de tel document. Okay, donc, ce n'est pas la copie d'une signature que vous faites à la main. C'est un code qui est généré à partir de... C'est un peu complexe. Mais c'est ça le conception. C'est un ensemble de codes qui ne peut pas être reproduit par quelqu'un d'autre. Et qui dit que c'est vraiment moi qui ai fait telle action. Très bien. Mais alors, puisque nous parlons de retard au niveau de la législation, un courriel en tant qu'élément de preuve, un courriel facilite les affaires en tant qu'élément de communication, indispensable pour sa célérité. Mais lorsqu'il y a un pépin, lorsqu'il y a un différend. C'est ça l'histoire. Le courriel, est-ce que c'est recevable en justice chez nous? Non. Et est-ce que le courriel est authentique? Il faudrait que ce courriel ait été signé de manière numérique. On n'a pas la situation en place. Donc, souvent on vous envoie des emails, vous ne regardez pas qu'est-ce qu'il y a dedans, on vous dit qu'il y a on vous dit X, Y, mais en fait c'est quelqu'un qui vous envoie un faux, qui vous tend un piège. Même chose, on peut vous envoyer un courriel et vous dire moi, je n'ai jamais envoyé ce courriel. Et en plus, je peux faire envoyer un courriel par votre smartphone. C'est ça que vous soyez d'accord. Vous êtes là, je peux vous envoyer par exemple un lien, vous cliquez, vous dites il n'y a rien, vous laissez tomber, et votre téléphone va envoyer des courriels quand je veux, à qui je veux. Mais est-ce vous qui avez envoyé ce courriel? Non. Mais votre téléphone l'a envoyé. C'est assez complexe. C'est facile, c'est puissant. Je dirais, pour faire une analogie, je dirais que lorsqu'on marche à pied, l'accident qu'on peut avoir en termes d'impact, c'est négligeable. Mais lorsqu'on voyage en avion, l'accident qu'on peut avoir est vraiment significatif. Donc c'est la même chose pour la technologie. Il faut prendre le soin raisonnable de s'en servir pour savoir qu'est-ce que c'est, comment s'en servir. Et cet effort n'a pas été largement établi au niveau des individus et au niveau des entreprises chez nous. Très bien. Lorsque nous parlons d'opportunités, c'est-à-dire relation technologie et éducation, comment la technologie peut-elle faciliter l'éducation? C'est extraordinaire, c'est déjà fait. Il y a maintenant, chez nous, si on veut avoir accès à la livraison récente, ou du moins aux recherches qui sont faites, nous n'aurions pas les moyens de payer ces choses-là, mais il y a l'option de bibliothèque virtuelle. Vous pouvez avoir une bibliothèque virtuelle. Dès lors que vous avez un parc et un laboratoire, vous pouvez avoir accès aux dernières recherches qui sont publiées dans le monde. Et ça fait un bond vous pouvez d'avancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un espace extraordinaire pour stocker des livres. Donc ça fait un bond extraordinaire. Il y a aussi les classes virtuelles. Vous pouvez aller suivre des cours. J'ai suivi des cours en ligne. Vous êtes dans la classe, vous suivez, vous posez des questions, vous écrivez au tableau. C'est extraordinaire. Vous pouvez aussi suivre vous aussi présenter en ligne. J'ai fait le cas, j'étais en Haïti, je présentais. Et ceux qui suivaient, il y en avait qui étaient à Washington, il y en avait qui étaient à Vancouver. Je présente, moi, alors que je suis en Haïti, je présente en ligne, c'est la présentation électronique. C'est extraordinaire. Il y a aussi le webcast vous allez avec un navigateur web, vous pouvez suivre
une vidéo ou un cours qui est présenté, vous écoutez, vous suivez un séminaire chez vous. Il y a aussi le podcast, qui c'est typiquement audio. Vous pouvez en voiture, vous écoutez, vous suivez, vous recevez une information. Ce sont des choses qui sont extraordinaires. Ça permet de réduire le fossé entre ce que s'appelle des pays dits petits et des pays qui sont dits grands. Donc, on peut rapidement mettre ensemble beaucoup de ressources. Et il y a beaucoup de grandes écoles qui mettent des programmes entiers en ligne gratuitement. C'est extraordinaire. Ça peut réduire beaucoup de fossés. Mais alors, il y a un mais, la connexion Internet. Oui. Bon, ce problème était de nos jours, ce problème ne se pose presque plus. Je me rappelle de l'époque du dial-up, c'était des choses extraordinaires. Maintenant, tout le monde a une connexion relativement rapide. Et ça fait toute une différence maintenant. Ces choses-là sont possibles. Maintenant, on a la connexion Internet rapide relativement en Haïti. Les choses sont possibles. Des gens peuvent avoir le feu boutique chez eux. C'est rapide. Bien sûr, le revers de la médaille, maintenant, vous pouvez sortir facilement et ceux qui sont à l'extérieur, bons ou mauvais, peuvent rentrer facilement. L'illusion qu'on avait en Haïti, on est à l'abri, parce qu'on a un petit pays, c'est fini. Quelqu'un peut se mettre dans un pays, il lance une attaque. En Haïti, tous ceux qui sont toujours en ligne vont souffrir. Parce que maintenant, c'est facile. Avant, il n'y avait pas la route, maintenant, il y a la route. On peut sortir et rentrer. Par exemple, je vois que l'Amérique Delma avait utilisé le GPS pour l'opération de recensement. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une utilisation qui est faite en dépit du retard de la législation. Oui. C'est ce qui nous caractérise. Si on prenait l'exemple des cas de crise, je crois que c'est venu chez nous en 92, et c'est que tardivement qu'il y a eu un cas d'égal pour ça. Donc, nous entrons de plein fouet dedans, surtout il y a l'influence américaine qui est auprès. Nous entrons de plein fouet et après on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut corriger, qu'il faut adapter. Alors que l'histoire, c'est parce que jusqu'en haut, il n'y a pas eu une réflexion qui a été faite pour dire voilà ce que c'est, on comprend que c'est important, on comprend que c'est critique pour nous et voilà ce qu'on va en faire. Ce débat n'a pas été posé. Et venir avec des patchs, une mesure par-ci, une mesure par-là. Et je me rappelle lorsqu'il fallait lancer le paiement mobile chez nous, il y avait ce flou entre la BRH et le Conatel, qui allait faire quoi, on n'arrivait pas à s'entendre. C'est l'approche par fragments, et ça, on va avoir quelque chose, mais qui peut-être qu'à la fin, ça ne marchera pas. Très bien. Téléspectateurs internautes, vous suivez la 321e édition qui a pour thème technologie, opportunités et menaces. Notre invité, le professeur, confrère, Richard Dulonné. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 321e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinéen, OCPA Magazine. Émission qui a pour thème technologie, opportunités et menaces. Notre invité, le professeur, le confrère, Richard Dulonné. Plus on parle d'opportunités, la technologie, mais la relation qu'on pourrait établir, les bénéfices qui peuvent découler de l'utilisation de la technologie en matière de santé. Bon, on le fait déjà, parce que déjà, il y a les régulateurs cardiaques, les pacemakers, qui sont devenus très très petits, maintenant, de la taille d'une pièce de monnaie. Il y a les pompes à insuline qu'on peut mettre sur le corps et ça réprouve le votre d'insuline. Les machines de dialyse, par exemple, ce sont des opportunités. C'est la technologie qui permet de faire ça. Ça, on l'a déjà. Bon, bien sûr, il y a aussi les dangers qui sont toujours présents. Parce qu'il a été démontré qu'on peut pirater un pacemaker ou une pompe à insuline. Et bien sûr, les conséquences sont dévastatrices. Mais c'est la situation. C'est l'outil, il y a son bon côté, il y a son mauvais côté. C'est comme le feu. Ça vous chauffe, ça peut aussi brûler. Très bien. Maintenant, professeur Dulonné, la communication maintenant, c'est-à-dire, on veut épuiser. Par épuiser, on veut voir le plus possible des opportunités. Par exemple, la communication aujourd'hui, les réseaux sociaux, et au niveau, par exemple, au niveau de la politique, au niveau de la communication d'information. Donc, une facilité telle que
on peut même s'oublier. Donc, Bon, ça c'est bien vrai. Parce que l'histoire, c'est que les réseaux sociaux, par exemple, ce sont des espaces de partage via les technologies où on ne paie rien. Et bizarrement, ils ont des employés, ils ont des serveurs, des gens qui sont bien payés, mais vous ne payez rien. Donc, pourquoi vous ne payez rien? Parce que c'est vous le produit. Et qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent votre intimité. Donc, si on prend l'exemple de Facebook qui a acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars, alors qu'il n'y a pas de publicité sur WhatsApp, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a vos conversations privées, secrètes ou discrètes, okay? Et aussi votre localisation. C'est ce qu'ils ont acheté. Donc, maintenant, je veux savoir qui dit quoi, à qui, quand et où vous allez. Maintenant, ils peuvent savoir où est-ce que vous mangez, avec qui, où est-ce que vous dormez. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et cet outil était tellement puissant que ces réseaux sociaux, ils sont possédés par des gens qui ont des agendas particuliers. Et on s'en sert, par exemple, on s'en servait de ces choses-là pour faire les printemps arabes. On a changé de gouvernement. À partir de cette affaire-là, on a mobilisé les gens dans la rue, via Twitter, etc. On a fait changer des changements de gouvernement. Donc, ce sont des choses qui sont très puissantes, des outils qui sont utilisés pour faire des choses qu'on faisait avant. Maintenant, ça va plus vite. alors, rapidement, une question, je dirais, opportune, conjoncturelle. La gestion des élections, la gestion des votes. On a assisté, par exemple, comment on a fait le décompte aux États-Unis et seconde après seconde, on a un formulaire renseigné et les résultats sont publiés immédiatement. Non. Donc, là, ça fait aussi une opportunité. Absolument. C'est justement là l'avantage de la technologie. Ça va plus vite et c'est moins cher. On peut le faire ici également. Moyennant, comme toujours, prendre le soin nécessaire pour bien planifier, valider et vérifier avant de le faire. Ce n'est pas une affaire de dépenser plus de millions qui va dire que ça va marcher. Parce que pour les machines à voter aux États-Unis, elles ont été évaluées, il y avait des failles qui ont été trouvées, on a mis des précautions pour que ces failles ne puissent pas être exploitées. Mais si on va faire la même chose chez nous, on achète, on dit, bon, puisque je vais l'acheter, c'est très cher, donc ça marche tout seul, c'est très contrôlé, c'est pas vrai. Il faut prendre le soin de valider, de vérifier. Et si on le fait, on va aller bien vite. Et il y a plein de choses qui peuvent être faites comme ça, plein de choses. Ne serait-ce que pour organiser des examens d'État, vite fait. Plein de choses qui peuvent être faites, mais il faut prendre le soin nécessaire de le faire correctement. Pas de dire, si je dépense beaucoup, ça va marcher. Pas nécessairement. On a eu beaucoup de projets chez nous, beaucoup d'argent a été dépensé et rien n'a été fait. Ce sont des montagnes qui ont accouché de souris. Donc la technologie elle est là, elle facilite la célérité dans la gestion des données, des informations. En même temps, elle a aussi, c'est comme un double tranchant. Absolument. Alors, par exemple, en termes de menaces, on dit aussi que l'on perd le contrôle, le fait de recours à la technologie. On perd son intimité, on perd aussi le côté intégrité. Donc, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aussi que l'on soit informé de l'autre aspect de la technologie, des retombées négatives? Bon, je ne dirais pas négative, parce que si vous voulez vous servir de quelque chose, vous ne payez pas, quand même. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc, vous avez un email avec Google et c'est gratuit. Si vous essayez de le faire vous-même, vous allez voir, il y a des coûts. Donc, c'est gratuit parce que Google lit vos emails pour vous donner de la publicité. Donc, il y a un prix. Donc, ce n'est pas là le problème. C'est parce que vous ne voulez pas payer directement, vous payez en nature. Mais il y a des espaces où on peut aller, on paie et on n'a pas ce genre de problème. C'est un choix qui est fait. Sauf qu'en général, on n'est pas averti. Moi, je vois par exemple, il y a des gens qui ont toute leur vie sur leur smartphone. Et un smartphone, par définition, c'est insécurisé. C'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que vous avez vu, il y avait Obama qui aimait le BlackBerry. Quand il est venu, on l'a pris, les services secrets l'ont travaillé pour lui pour avoir quelque chose de sécurisé. Un président ne peut pas avoir ça. Et il y a celui qui vient là de Trump, même chose, on va prendre son appareil, on va travailler pour lui pour avoir quelque chose de sécurisé. Mais ce que vous avez là en main, ce n'est pas sécurisé. Mais vous voyez chez nous, les directeurs d'entreprise, les responsables de ministère, les présidents et autres, ils ont tous des smartphones non sécurisés. Pénétrer dans ces choses, c'est très facile. Et le pire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être expert pour le faire. Il y a des outils qui sont là, gratuits pour ça. Kali Linux, il y a Disploit, Rev26. C'est là. N'importe qui peut le faire. C'est extrêmement dangereux.
C'est-à-dire là, à ce moment-là, on perd le contrôle de l'appareil. On peut contrôler l'appareil, pas dans l'appareil, c'est pas grave. Des informations qui sont dessus. Qu'elles soient intimes, confidentielles, discrètes ou secrètes. Elles n'auraient pas dû être là, elles sont là, déjà c'est l'erreur. Maintenant, la personne qui rentre, elle prend. De nos jours, il y a aussi des choses qui sont possibles. Et j'imagine que ça a déjà arrivé chez nous. Il y a ce qu'on appelle le ransomware. On n'est plus maintenant dans une affaire de virus. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent, ils prennent vos données, ils les cryptent. Vous ne pouvez pas les ouvrir et on vous dit, versez tel montant sur tel compte, on va vous donner la clé pour ouvrir. Sinon, vous perdez tout. Donc, c'est une demande en rançon. C'est très prévalent et l'histoire, c'est qu'on n'a même pas besoin d'être brillant pour le faire. On peut aller payer quelque part et on le fait et ils vont partager les revenus. C'est le crime organisé et sur plusieurs juridictions. Et on n'est pas à l'abri en Haïti. Et là, vous parlez de la cybercriminalité. Absolument. Donc maintenant, est-ce que là, c'est un danger suffisamment, je dirais, fort pour dissuader le recours ou bien avoir recours à des procédés pour se protéger? De toute manière, on est déjà dans la situation, on est déjà trop enfoncé dans la technologie pour revenir en arrière. C'est une chose. Maintenant, est-ce qu'on est assez responsable pour prendre des mesures pour se protéger? Ce débat va être fait probablement au niveau des entreprises. Okay? Parce que là, il y a des démarches réfléchies pour dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on va le faire. Mais au niveau des individus, ils vont rester généralement irresponsables. Pas de précaution jusqu'à ce qu'arrive la catastrophe. Et comme en général, un peu partout, ils ont leur smartphone, ils rentrent sur le réseau de l'entreprise, ils vont aussi par induction créer un problème pour l'entreprise. C'est ça la situation. C'est un mélange dangereux qu'il y a. Même si l'entreprise fait l'effort de se protéger, les individus qui essaient toujours le maillon faible, de manière, on sait que si on veut percer une entreprise, on va cibler les maillons faibles, les secrétaires, les directeurs généraux, ceux qui sont très puissants, on leur donne des accès et ils n'ont pas la capacité pour le faire. C'est là qu'on va, c'est automatique. La secrétaire du ministre, c'est là qu'on va passer, on va tout avoir. Alors, au niveau de l'entreprise particulièrement, quelles seraient, je veux dire, d'abord les menaces, on peut perdre des données, mais qu'est-ce que les menaces alors à éviter? Puisque quelque part, nous sommes là aussi pour cela. Oui, donc, et d'abord, il faut éviter le type d'attaque que je viens de parler, c'est la prise de rançon, que quand quelqu'un puisse rentrer, aussi fonder dans votre réseau et prendre contrôle de ces affaires-là. Les données, c'est le genre de la couronne, c'est ce qu'il faut protéger. Donc, il faut s'assurer de ne pas avoir ça. Et comment? L'une des manières élémentaires à faire, c'est de ne pas avoir une connexion Internet permanente. En Haïti, la plupart des entreprises ne fonctionne pas 24 sur 24. Pourquoi avoir une connexion qui marche pendant que tout le monde est chez soi? Parce que lorsque vous faites par exemple, si je prends il y a un outil qui s'appelle Metasploit. Je peux l'avoir, je vais dire, prends pour moi des adresses de A à B et je vais dormir. L'outil va pirater toutes ces machines-là. Moi, lorsque le matin je me réveille, j'ai un rapport qui me dit, j'ai essayé d'entrer ici, je vais arriver ici, pas arriver ici, arriver ici. Je vois maintenant qui peut. Maintenant je rentre et je dis, tiens, ça c'est le serveur de Guinée. Je suis dedans. Mais je dormais. Ça fait ça tout seul. C'est automatique. C'est l'équivalent d'une mitrailleuse. Ça se lance et on va dormir. Donc, l'histoire, c'est que si on n'a pas besoin d'avoir une connexion et Internet rapide la nuit, on débranche. On ouvre lorsqu'on a besoin. On réduit son empreinte technologique. Parce que plus on a une plus grande empreinte, plus on peut vous cibler. Donc, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est de former votre staff technique, pour savoir comment sécuriser par rapport aux menaces émergentes. Et troisième, et surtout le plus important, sensibiliser votre personnel. Tous ceux qui se servent d'un ordinateur doivent savoir qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que il y a le concept qu'on appelle les vecteurs d'attaque. Vous pouvez avoir des failles ou tout ce que vous voulez, mais si je veux rentrer, je vais passer par un simple email que je vais envoyer à quelqu'un à l'extérieur. Et l'email va entrer à l'extérieur et va ouvrir pour moi la porte pour que je puisse entrer quand je veux. Donc, il faut sensibiliser le maillon faible pour leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. En cas de doute, appelez un tel.
Ce sont des choses élémentaires à faire pour éviter des catastrophes. Mais alors, il y a aussi, au niveau du secteur public aussi, les mesures sont pareilles, sont similaires. Similaire. Sauf que je me rappelle, avant de la durée, il y avait un effort de mettre ensemble un réseau, ces entreprises-là. Et malheureusement, c'était basé sur Windows. Et il n'y a rien de sécure de ce genre qui est fait sur Windows. Mais c'était ce qu'on avait fait ici. Quasiment c'est une blague. Windows, lorsqu'on apprend, ou lorsqu'on s'entraîne à entrer à pénétrer les systèmes, c'est Windows qu'on utilise, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de tout. Et j'avais vu, il y avait un système qui reliait le ministère des Finances avec plusieurs autres boîtes. C'était basé sur Windows. C'est une aberration. Mais ils l'ont fait. Même si après vous dépensez des millions de dollars dessus, si votre structure est mauvaise, vous avez de gros problèmes. Vous dépensez. Est-ce que vous avez atteint un niveau un procédure acceptable? Ce n'est pas sûr. Donc, ce genre de débat, c'est la même chose que pour le privé. Il faut qu'ils prennent le soin de dire, c'est quoi ma situation? Est-ce que ça, c'est viable ou pas? Il faut évaluer leur risque. Et cela n'est pas fait. On réagit en général chez nous comme un pompier. Il y a le feu, on va éteindre. Okay? Donc c'est ce qu'il faut éviter. Mais privé ou public, c'est la même chose. Non. Alors, à dire, c'est un dit bon, on veut se lancer en nouvelle technologie d'information et de la communication, les étapes à franchir. D'abord, il faut standardiser. Première chose. Parce que si ça marche mal, on met l'informatique, ça va marcher en pire. Donc, il faut d'abord standardiser. Lorsqu'on va standardiser, on va pouvoir voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et lorsqu'on s'assure que ça marche correctement, on peut standardiser. Bon, bien sûr, par au niveau public, c'est intéressant lorsqu'on a une position politique. Je veux dire, j'ai informatisé. Il y a un gain politique à ça. Mais dans la pratique, qu'est-ce que ça coûte? C'est extraordinaire. Mais il faut d'abord standardiser. Okay? Donc, c'est-à-dire que prendre le soin d'avoir les bonnes personnes à l'intérieur aussi pour dire j'ai standardisé, j'ai identifié les données qui sont critiques et comment faire pour les protéger. Et tous ceux qui vont avoir accès à ces choses-là ont été formés correctement. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, selon vous, il faudrait aussi formaliser. Non, dès lors qu'on va standardiser, on va savoir que pour faire ça, il faut faire étape 1, 2, 3. Ce sont des procédures. Des procédures. Okay? Donc, dès lors qu'on a ça, et à chaque fois, on va faire la même chose. Donc, et ça va être écrit. Ce n'est pas que ce matin, je vais faire comme ça, demain, le ciel est bleu, il n'y avait pas de soleil, on va faire différemment. Non, on va faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on va être sûr qu'on fait toujours la même chose. Donc, l'histoire, c'est que le privé, c'est différent, mais au niveau public, il y avait, ces procédures ont été établies. Okay? Pour une raison inconnue, on n'arrive plus à retrouver ces procédures-là. Donc l'effort a été fait, l'investissement a été fait. Il suffit de raviver ces choses-là et de les mettre maintenant en pratique et pouvoir maintenant mettre la technologie. Mais au niveau des menaces aussi, mais la rupture du service et d'une communication Internet. Oh, ça c'est extraordinaire. L'histoire, c'est que dans le temps, ceux qui subissaient cette affaire-là, surtout, c'était au niveau des banques. C'était les premiers à être dépendants des réseaux. Oh, l'institution publique. Non, dans le temps, c'était eux, oui. les premiers. Parce qu'ils sont venus avec l'histoire, c'est que vous avez votre compte ici, vous allez dans une ville où vous allez le retirer. Pour nous, c'était révolutionnaire. Maintenant, tout que c'est acquis, c'est normal. Mais l'État est venu aussi à faire la même chose. Okay? Donc, avec la courbe d'apprentissage qui va avec. Je me rappelle, il y avait un problème à un moment de la durée au niveau du cap. Il y avait quelque chose qui était grillé et les gestes n'arrivaient plus à passer, les banques n'arrivaient plus à passer. À l'époque, j'avais un ami qui était dans une banque, que je vais citer, avec une solution, et on en a parlé, il l'a fait, et c'était la seule banque qui marchait. Les autres ne marchaient pas. Bon, lorsqu'on a pu préparer, il a eu une prime. Il s'est dit, c'est intéressant, c'est utile, mais est-ce que le secteur public est rentré dans tête jamais pour voir comment faire pour éviter d'avoir le vocable système à tomber? C'est ce qu'on entend maintenant. Oui, c'est ce qu'on dit généralement. Oui. Et ça crée un préjudice énorme à la clientèle, etc. Donc, comment pallier à ça, Patrick? Ça peut toujours arriver. Moi, je me rappelle que ça m'est arrivé
à l'aéroport de Miami. Le système était down pendant près de 2 heures de temps. OK? Mais ce qu'on va voir, c'est ça arrive combien de fois sur quelle période. Ouais. C'est ce qui est important. Est-ce qu'on fait ce genre de revue pour savoir que, oui, j'ai le système, je crois ici, pour la douane, c'est Sidonia, je crois. Sidonia. OK, mais je l'ai eu pendant 10 ans. Combien de fois que le système était inaccessible et ça a duré combien de temps? Et c'était quoi le problème? Est-ce que ce gestion a été fait? Ce que s'appelle l'analyse post-mortem, pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Maintenant, on va s'en servir pour dire comment l'éviter. En général, si ça ne marchait pas, maintenant ça marche, ok, ça marche. Et on va le revoir, c'est absurde. Alors, il y a un point important, c'est, je dirais, l'obligation de se former continuellement. Puisque les menaces sont là, il faut les éviter et les conséquences sont graves. Oui, si on peut prendre une analogie, c'est que lorsqu'on monte à vélo, on a appris à monter à vélo et c'est devenu intéressant. Maintenant, il fallait conduire, on a appris à conduire. Si on veut aller en avion, la même chose. Vous allez en technologie, même chose. Il change, vous devez changer aussi. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un luxe, c'est une obligation. Mais à bien remarquer, c'est que les mauvais côtés évoluent parallèlement. Absolument. Et des fois plus vite. Absolument, parce que l'être humain est resté le même. Parce que il y a des choses qui se font maintenant, on le faisait avec d'autres outils. Je peux vous menacer avec une lettre, vous envoyez une lettre, vous menacez. Je vous envoie un email, vous me menacez. L'humain ne change pas. Il a un autre outil, et son caractère bien ou mauvais, ça va se manifester avec l'outil. Donc ça ne change pas. Donc, ce qui est dangereux, c'est parce qu'au niveau de ceux qui font, je dirais, le mal, ils s'organisent et ils sont motivés. En général, c'est par l'argent. Et ils ont des modèles d'affaires bien huilés. Vous voulez faire du mal, vous n'arrivez pas à le savoir, venez me voir, on va séparer. 10%, 30% pour vous, 70% pour moi. D'accord, ils vont le faire. Et ils mettent ça à disposition. Et ce qui est dangereux, surtout pour nous, et des pays comme Haïti, c'est on donne l'illusion de sécurité. Vous dites, bon, vous savez, je parle très fort, donc nous sommes en sécurité. Alors qu'en fait, ce n'est rien. Et si ces gens-là viennent faire quelque chose d'ici, c'est la catastrophe. Ils ne pourront pas bloquer. Ils n'ont pas la capacité de le bloquer. Ils font ce qu'on appelle la sécurité par obscurité. J'ai le service, je dis, bon, nous avons acheté quelque chose qui nous coûte 5 millions. Ça ne veut rien dire. Celui qui va le percer avec une machine à $250 et il lui faut quelques heures de temps pour rentrer. Okay, donc il a en général l'avantage du savoir. S'il ne l'a pas, il sait où aller et ils vont lui donner ce savoir-là. Mais dans l'état actuel de notre environnement technologique, quelle serait la plus grande menace alors? La plus grande menace, c'est l'humain faible qui n'est pas formé. C'est former tous ceux qui se servent de machines et le staff technique qui doit gérer et sécuriser, le former. Parce que l'histoire, c'est que tout le monde a ces choses-là, mais il faut faire un investissement majeur pour pouvoir former tout ce monde-là. Et ça demande de l'argent. Mais pas parce qu'on reçoit de la technologie, ce n'est rien. Donc, alors, quels seraient vos conseils pratiques aux particuliers aussi qui utilisent les smartphones, les appareils de télévision, Smart TV, quels seraient vos conseils pratiques? Bon, l'histoire, c'est que pour l'individu, ce qui est le plus important, c'est l'intimité. L'intimité, c'est le droit d'être seul avec soi-même. Par exemple, si vous avez un Smart TV, une télévision qui a une adresse IP qui est dedans, et comme Samsung l'a dit, n'ayez pas de conversation privée devant l'appareil. Par exemple, vous n'aurez pas intérêt à mettre ça dans votre chambre. Parce qu'il y a des choses que vous allez dire dans votre chambre et qui vont être transmises. Donc ça, c'est un danger. Donc c'est une affaire d'intimité. Donc si vous avez un smartphone, mettez dessus ce que vous considérez comme étant public. Ne mettez pas des choses privées dessus, parce que ce n'est pas privé. Okay? Si vous parlez sur WhatsApp, ce que vous dites, ne considérez pas ça comme privé. De manière à ça, c'est stocké au moins dans 7 endroits différents. Donc, vous pouvez dire comment ça va, etc. Mais il y a des choses discrètes ou intimes et qu'il ne faudrait pas dire sur ces choses-là. Ce n'est pas discret, c'est public. Okay? Donc, et par exemple, également, si vous allez à une réunion
je ne dis pas secrète, mais discrète, et vous ne voulez pas qu'on sache qui est avec vous, vous avez intérêt à laisser chez vous votre smartphone. On va savoir que à Visa Lodge, de 9h à 3h, un tel était là ensemble. Vous ne voulez pas que ça se sache? Laissez votre smartphone ailleurs. Non, même si les autres n'ont pas de smartphone. Et on peut, bon, si nous parlons de smartphone, c'est beaucoup plus coûteux de l'avoir. Okay. N'importe qui peut ne pas le faire. Okay, mais c'est possible. Mais on est localisé. Vous êtes localisé, ça c'est sûr. Il y a un appareil dont se sert la police en général, pas en Haïti, je ne sais pas ma connaissance. Je peux venir ici savoir qui est là. J'ai le nom de tout le monde qui est là. À partir de leur cellulaire. Donc, ce sont des choses qui sont faisables. Donc, vous allez passer un week-end à, disons par exemple, à Cameroun, que ce soit avec votre frère ou n'importe qui d'autre, vous ne voulez pas laisser la trace, laissez votre smartphone. On a besoin de savoir que ce week-end-là, vous voyagez, vous ne voulez pas, par exemple, que l'on sache que vous n'êtes pas en Haïti, vous êtes à tel endroit. Ne vous en savez pas, ou du moins, pour le soin, il y a des moyens qu'on peut faire pour savoir que je veux être là et vous pensez que je suis en Europe alors que je suis en Haïti. Parce que tout le monde ne sait pas comment le faire. Donc, évitez de vous servir, ou du moins, user avec modération. User sans abuser. Mais les réseaux sociaux partent aussi. Bon, les réseaux sociaux, c'est des histoires intéressantes. De nos jours, maintenant, si vous voulez faire une enquête, un background check sur quelqu'un, sur un employé ou quelqu'un pour un poste, c'est là d'abord qu'il faut aller, sur les réseaux sociaux, pour voir qui est-il, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous comme trace? Il faut prendre le soin. Donc, si vous allez dessus, c'est public, ça va rester pendant des années, vous ne pourrez pas effacer. Donc, qu'est-ce que vous écrivez dessus? Qu'est-ce que vous mettez dessus? Il faut être responsable. Mais vous, si vous êtes au niveau de la police ou au niveau des ressources humaines, je vais aller à ce niveau-là pour voir qui est en face de moi. Et vous cherchez. Donc, rapidement, même lorsque vous effacez vous-même, mais l'information est stockée quelque part. Non, il est très difficile d'effacer quelque chose sur le support informatique. Très, très difficile. C'est pas évident. C'est en général au-delà des moyens des gens ordinaires. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de l'émission. Technologie, opportunité, menace. On pourrait dire c'est une arme à double tranchant. Faisons un usage modéré et renseignons-nous aussi pour éviter toute dérive dont les conséquences peuvent être catastrophiques. Sur ce magazine, vous remercie de votre participation et dit merci au professeur Richard Delaunay pour sa disponibilité et aussi à bientôt. Merci.